2, 1, 2. Est-ce que les personnes qui ont une chaise libre à côté d'eux peuvent lever la main pour que ceux du fond puissent s'avancer et être bien assis? Alors il y a une chaise là. Il n'y a plus grand chose de libre en fait, tout est complet. Ok. Bon, désolé, vous allez devoir rester debout. On essaye de chercher d'autres chaises, mais ils sont. La concierge arrive, on nous a dit. Bon, on va commencer. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour la réunion sur les pesticides en Flandre. Donc, nous sommes un collectif d'habitants et d'associations, le mouvement Flandre Climat Biodiversité, qui organisons cette réunion publique. Parce qu'on est inquiet par l'environnement qui se dégrade autour de nous. Et il y a 4 mois, l'association Génération Future a sorti un nouveau rapport, une nouvelle étude, qui s'appelle « Pesticides, c'est dans l'air », épisode 3, focus sur les zones agricoles. Et une partie des relevés ont été réalisés à Hasbro. Alors on a décidé d'organiser cette réunion pour vous faire connaître ces résultats et pour se mobiliser ensuite. Alors on sait que dès qu'on parle de pesticides, le sujet est source de tension parce qu'il remet en cause la manière de travailler des agriculteurs. Mais on sait aussi qu'aucun agriculteur ne se lève le matin avec le plaisir d'épandre des pesticides et que la fin des pesticides ne se fera pas en un claquement de doigts. On sait aussi que c'est compliqué d'être coincé entre l'injonction de changer de système, d'utiliser moins de pesticides et le marché, la loi du marché qui ne rémunère pas les efforts faits par les agriculteurs. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas là pour taper sur les agriculteurs, pour monter les citoyens contre les agriculteurs, ça ne mène à rien, mais il s'agit plutôt de se comprendre les uns les autres, les citoyens inquiets pour leur santé et les agriculteurs qui parfois se sentent coincés entre plusieurs injonctions. À la fin des prises de parole, du coup, notre mouvement Flandre Climat Biodiversité, on fera 4 propositions aux élus locaux pour engager cette transition localement. Je vous présente les intervenants et les intervenantes. Donc, dans un premier temps, Jean-Louis Pivant, à mes côtés, de l'association Génération Future, présentera les résultats de l'étude à Hasbrook. Ensuite, Jean-Luc Barbet de la Confédération Paysanne et Jean-Paul Dallène de la FNSEA diront un mot également. Et puis ça sera au tour de Judith Louillot, elle est là, qui est médecin généraliste, spécialiste des perturbateurs endocriniens, qui exposera les conséquences des pesticides sur notre santé. Et enfin, la parole sera donnée à Hélène Harix, qui est éco-infirmière, qui présentera les initiatives pour aller vers la fin des pesticides. Après ces interventions, il y aura un temps de clarification. Donc, si vous avez une question pendant toutes les présentations, vous pouvez lever la main. Et il y a Nicole, c'est ça, et Arnaud, qui vous donneront un petit papier pour que vous puissiez écrire votre question de clarification. On a trouvé ça plus simple que plutôt que tout le monde intervienne et que ça soit la cacophonie. Et donc on demande bien que ce soit seulement des questions de clarification sur les présentations, puisqu'après il y aura un temps d'échange. Un temps d'échange qu'on a tenté de construire pour que ce soit un vrai temps de débat, sans être dans des débats caricaturaux ou des jupes verbales. On vous présentera après le dispositif. Je vous remercie aux intervenants et aux intervenantes, la Génération Future, à Artisans du Monde Hasbrook qui nous aide, Artisans du Monde qui œuvre à un commerce équitable avec les producteurs des pays du Sud, la ville d'Hasbrook pour la salle et toutes les associations partenaires de Flandre Climat Biodiversité. Bonne réunion. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de vous être déplacés pour cette présentation de notre dernière campagne de mesures de pesticides sur le secteur d'Hasbrook, campagne de mesures qui a eu lieu et en campagne et en ville. Permettez-moi d'abord de me présenter, Jean-Louis Pivant, 70 ans, retraité depuis 10 ans. Je suis ancien pilote militaire, puis passé dans le civil
ancien pilote de ligne. J'ai rejoint Génération Future il y a 6 ans et je suis maintenant co-relais avec le docteur Julie Trouillot qui interviendra par la suite. Permettez-moi aussi de vous présenter notre association, Génération Future. En quelques mots, c'est une association de défense de l'environnement, agréée depuis 2008 et régulièrement renouvelée depuis cette date jusqu'en 2023, dernier renouvellement. L'association mène des actions légales, enquêtes, recours juridiques, campagnes de sensibilisation, plaidoyer à destination des décideurs, pour informer sur les risques des différentes substances et promouvoir des alternatives à ces produits menaçant la santé et l'environnement. Nous nous positionnons clairement en faveur de la bio. Nous comptons dans notre association membres actifs en région parisienne, 10 membres, celui qui est le plus connu médiatiquement, François Végrette, avec Nadine Leverger qui est les délégués. Ensuite, nous avons 2 personnes plus techniques, une spécialiste en toxicologie, docteur en pharmacie et en toxicologie, et un ingénieur chimiste donc, qui intervient essentiellement sur les derniers problèmes, les PFAS. On aura l'occasion d'effleurer le problème concernant les pesticides et les PFAS. Oui, d'accord, merci. Ensuite, nous avons des personnels en service civique, donc une dizaine de personnes. Ensuite, nous avons une structure qui est basée sur des relais. Alors, celui qui nous concerne le plus, c'est celui de Lille. Et ensuite, nous en avons un peu partout en France. La seule région dans laquelle nous ne sommes pas implantés, c'est la Bretagne. Alors, nous siégeons également dans différents ministères, évidemment celui de l'agriculture, de l'environnement, le ministère de la santé, et nous participons à la commission sur les différents plans éco-phyto. Bon, la dernière réunion s'est pas très bien passée puisque nous avons refusé d'y participer. Nous avons voulu marquer notre désapprobation sur les orientations qui sont prises, qui semblent vouloir être prises plutôt dans les mois et les années à venir, spécialement sur l'indice IFI, qui est appelé à remplacer le PNU. Alors cette présentation étant faite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai souhaité pour cette présentation vous éviter une avalanche de chiffres et d'autres données. J'ai souhaité que vous repartiez avec une perception plus globale des problèmes de pollution sur la région qui nous intéresse. Les pesticides venant se superposer ensuite en deuxième couche. Je distinguerai 2 parties. La première sur le fond des problèmes, la seconde sur la forme et les mesures elles-mêmes. Pour le fond, il m'est paru évident que la loi constitutionnelle 2005-205 était certainement incontournable et la mieux adaptée pour ce problème. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi constitutionnelle 2005-205 ? C'est une loi qui a été voulue par Jacques Chirac. C'était une suite logique de son intervention à la tribune de l'Assemblée de l'ONU, pour une phrase désormais célèbre, « Notre maison brûle et nous ne le voyons pas ». Et donc il a voulu marquer durablement, du moins on l'espère, l'environnement, et donc il a fait voter par le Congrès le 28 février 2005 cette loi constitutionnelle. Bon, je vous éviterai la première partie, mais j'ai voulu retenir 2 articles que je souhaiterais voir utilisés comme matrice pour les interventions futures des différents intervenants.
Article 1er, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. Article 2, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors, je vous épargne les 8 autres, mais je vous conseille vivement d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est très intéressant et ça colle parfaitement aux différents problèmes d'actualité actuellement. Sur la forme, j'ai choisi, donc encore une fois, d'éviter de vous abreuver de chiffres et autres, et j'ai recours à différentes cartes. La première, alors, bon, qui n'est pas idéale, mais c'est presque la moins mauvaise que j'ai trouvée. J'ai souhaité mettre en évidence les différentes pollutions auxquelles notre région est exposée. Alors j'ai eu recours à une carte de France Stratégie, qui est l'organisme qui conseille le ou la première ministre. On n'y retrouve malheureusement pas la totalité des polluants qui sont suivis, notamment par Atmo. Mais en fait, il n'y a aucune carte qui soit capable de les regrouper, ce qui est quand même assez étonnant. On y retrouve donc les différents polluants qui sont signalés, dioxyde de soufre, émissions d'ammoniac, particules en suspension des PM10, le NOx, les particules fines 2,5. Alors les particules fines 2,5, quelques mots quand même. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le président d'Atmo. Je trouve que l'appellation n'est pas claire, parce qu'en fait, pour cette appellation recouvre toutes les grosseurs de particules, y compris celles de 0,1, qui évidemment sont sans rapport. Les particules de 0,1, dès que vous les assimilez, ça passe directement dans le sang, il ne faut pas se faire d'illusions. Les particules 10 ont encore un espoir de filtrage, mais c'est tout. Ensuite, cet indicateur inclut une pollution des sols. Bon, on voit sur cette carte que notre région est généreusement dotée. On est au mieux à l'échelle 5, si ce n'est à l'échelle 6. Donc, pollution avant d'envisager les pesticides, déjà d'un très haut niveau. Alors ensuite, pour les pesticides, j'ai recours à une autre carte de Sonagro. Là aussi, bon, en rouge, ça va de soi, la plus c'est foncé, plus l'exposition aux pesticides est importante. Et ce qui est pris en compte, c'est l'IFT, l'indicateur de fréquence de traitement, qui est assez performant pour estimer l'usage des pesticides. Donc, comme vous pouvez le remarquer, au niveau de la région qui nous intéresse, ne serait-ce que sur Hasbrook et Nacarquois, on est déjà à un niveau très important. Pour ce qui concerne la Flandre intérieure, même remarque. Alors nous avons, je ne sais pas si ça se voit, la région d'Hasbrook est entourée. Sur Hasbrook, on est aussi à un niveau d'IFT qui est très élevé. Autre paramètre intéressant concerne la quantité d'achat de substances actives, mais cette fois par commune, mais c'est bien, pour ce slide, ce sera sur la France. Ce qui est remarquable, c'est qu'encore notre région, bon, ce n'est pas la seule, certes, mais on a encore là aussi à des niveaux très conséquents, on a à plus de 2 kg par hectare. Alors, présentation maintenant de la partie purement génération future sur ces mesures. La question principale, et celle qui nous préoccupe tout au long de nos interventions sur le terrain ou dans des débats, c'est l'efficacité des zones de non-traitement, les ZNT. Nous avons mené cette campagne dans 3 régions différentes, le Nord, la Gironde et le Rhône. Alors, pour le Nord, proprement dit, nous avons installé 5 capteurs. Pourquoi 5 capteurs?
parce que ce qu'on a cherché à déterminer, comme vous pouvez le voir, il y en a une partie, 4 qui sont sur les périphéries de la parcelle, et un 5e qui est au centre. La question qu'on se posait, c'était en fonction de l'exposition aux différents capteurs extérieurs à la prairie, quels étaient les niveaux qu'on pourrait retrouver au centre, parce que trop souvent, on entend dire que écoutez, pour les pesticides, il suffit d'une bonne haie et ça va être arrêté. Malheureusement, il va s'avérer que non. Autre aménagement aussi, nous étions avant chez Ionesco, qui est un centre d'analyse près de Poitiers, qui est le même que celui de l'ANSES. Mais le problème, eux, cherchent 90 substances, et celui que nous avons utilisé cette année est en Allemagne, et lui en cherche 500. Donc, nous avons eu lors d'une réunion avec l'ANSES l'occasion d'en parler. Ça les intéresse au plus haut point parce que eux, évidemment, compte tenu qu'ils travaillent avec Ionesco, ne cherchent que 90 et sont assez friands du suivi donc, de ce que nous allons trouver pour éventuellement identifier des substances qui ne seraient pas cherchées au niveau français et qui pourraient poser problème. Alors, donc, sur la campagne hasbrouckoise, on constate un nombre de pesticides de l'ordre de 28 à 35, différents capturés. Celui qui est en centre-ville, 29. Alors ça a été très clairement une surprise pour nous. On ne s'attendait pas du tout à ce niveau de pesticides, et spécialement, on aura l'occasion d'en reparler, le glyphosate. Encore une fois, c'était tout à fait... on espérait qu'il y ait une diminution qui soit plus franche des pesticides mesurés en ville par rapport à ceux de la campagne. Ce n'est pas tout à fait le cas. Tu peux passer la slide. Alors ici, on a les mesures, les quantités de pesticides qui ont été piégés sur les différents capteurs. Alors, si vous prenez celui qui concerne purement Hasbro, qui est à l'extérieur, les 4 autres en vert, ce sont les capteurs extérieurs sur la prairie, et celui en bleu marine, c'est le capteur de l'intérieur qui était donc au centre de cette parcelle. Bon, ce qu'on constate et qui est contre-intuitif, c'est que en fait, les capteurs on trouve plutôt au centre de cette parcelle des quantités qui sont nettement supérieures à l'extérieur. Bon. Alors ça, c'est personnellement, en tant qu'ancien pilote, c'est une idée que j'avais déjà et qui me paraît relativement cohérente. C'est un problème d'aérologie. Il ne faut pas croire, comme certains le font, qu'une haie, la masse d'air va s'arrêter et puis il ne se passera plus rien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sur la haie, l'hypothèse que j'avance, c'est qu'il y a une création d'une surpression et les masses d'air passent par-dessus cette surpression et donc en fait on retrouve l'impact des polluants en centre de cette parcelle. Alors, pour ce qui concerne les mesures sur Hasbrouck, on est à 59% de la moyenne des capteurs qui sont situés en périphérie. Là aussi, c'est donc une surprise, comme je disais précédemment. Sur ce slide, nous avons les différents résultats, les différentes substances qui ont été identifiées en laboratoire. Alors, première surprise, et là-dessus, nous n'avons pas d'explication, c'est ce qui est en jaune. Alors ça, ce sont des substances qui ne sont pas autorisées en France. Là, on n'a pas d'explication. Il y a eu une première tentative d'explication qui a mis ça sur le dos des Belges. C'est peut-être un petit peu facile.
Deuxième remarque, c'est le niveau de glyphosate. C'est très clairement, le glyphosate, c'est sur l'avant-dernier. C'est la substance qu'on retrouve de la manière la plus élevée, que ce soit sur les capteurs en campagne, que à Hasbrook. Alors, vous pouvez remarquer, donc, il y a certaines des substances, qu'elles soient herbicides, fongicides, insecticides ou autres, ont quelquefois un petit M devant, ça concerne les métabolites. C'est-à-dire qu'il faut savoir que lorsqu'il y a pulvérisation d'un produit, quel qu'il soit, une fois qu'il est parti dans la nature, mais il mène sa vie, hein, c'est clair, et il va se transformer, il va se scinder, il va se recombiner, et c'est ce qu'on appelle les métabolites. Alors, au niveau des métabolites, vous avez des métabolites qui sont moins virulents, d'autres qui le sont plus. Vous en avez une, vous avez la métabolite notamment du glyphosate qui est tout en bas. Donc en fait, quand on considère la nocivité de ces produits, et notamment donc, le glyphosate, il faut intégrer les métabolites. Là, nous, pour ce qui concerne l'association, nous essayons d'intervenir pour que ces métabolites, qui globalement sont quand même plutôt bien identifiés pour la majeure partie, fassent l'objet d'analyses plus conséquentes que ce qui est fait jusque maintenant par les producteurs de produits phytosanitaires. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a un niveau d'étude qui est tout à fait insuffisant. Et il est très rare que les métabolites soient classés comme dangereuses ou à problème. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous signaler, mais qui est dans ce slide. Pour la première fois, dans toutes les mesures que nous avons faites jusque maintenant, nous avons identifié un pesticide PFAS. Alors j'imagine que vous avez suivi dans l'actualité récente le passage à l'Assemblée nationale, le vote d'une loi contre les PFAS. Eh bien, maintenant, ça fait quand même déjà quelques années, nous avons des pesticides qui sont PFAS. Problème, c'est que les PFAS, comme tout PFAS qui se respecte, a une durée de vie qui est très longue. Il faut savoir qu'à titre indicatif, le métabolite du flufénacet a une durée de vie de 25 ans et demi. Demi-durée de vie. Et que ce sont des pesticides extrêmement virulents. Autre problème, c'est que depuis plusieurs années, l'utilisation de ces pesticides, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est en constante augmentation et ces pesticides posent problème. Sont donc aussi identifiés des pesticides dangereux d'après la classification officielle de l'UE et des quantités très importantes de prosulfocarbe, de substances très volatiles. Alors le problème, bien entendu, y compris pour les problèmes qui ont trait à la pollution de l'air en général, le problème c'est les cocktails, c'est les mélanges. Si vous prenez un produit indépendamment, bon, c'est un produit dangereux, mais si vous en rajoutez d'autres, ça fait donc un cocktail. Donc il est très rare de trouver une estimation ou que ce soit pris en compte d'une manière ou d'une autre. Ce sont des problèmes qui sont jamais abordés. Alors là, on arrive toujours, on en revient au problème des gros sous. Toutes ces pollutions ont quand même sont source de coûts. Pour cela, j'ai considéré deux sources. La première, c'est celle du Sénat, une enquête qui date de 2015, maintenant ça fait déjà quelques années, et qui identifie le coût global des pollutions de l'air, simplement de l'air, à 125 milliards par an. La Cour des comptes, elle, a un chiffre différent, 170 milliards par an.
Bon, alors on va faire une cote mal taillée, on va considérer 150 milliards, puisque dans le rapport du Sénat, le problème est que il ne se passe pas une page sans qu'il mentionne que leur estimation est très sous-évaluée. Donc 150 milliards par an, bon, j'imagine que pour vous comme pour moi, ça nous représente, c'est très difficile de se faire une idée de ce que ça représente. Alors lorsque j'en parle, j'ai l'habitude de faire le rapprochement avec quelque chose qui est peut-être plus identifiable. Souvenez-vous, sur le post-Covid, il y a eu un plan de relance européen. Ce plan de relance européen a été de 750 milliards. Si on considère les 150 milliards, sur 5 ans, on arrive simplement au niveau de la France, en termes de coût de la pollution de l'air, à ce montant. Simplement pour la France, on arrive au même montant que le coût du plan de relance pour l'ensemble de l'Europe. Alors, les demandes de générations futures. Alors, de ce que nous souhaitons, ce que nous demandons, c'est que l'agriculture sorte de sa dépendance aux pesticides d'ici à 2030. Nous souhaitons que soit améliorée la qualité de l'eau et des milieux en général, parce que là, on a parlé essentiellement de la qualité de l'air. Il est évident que les particules de pesticides, une fois qu'elles seront dans le sol, vous les retrouvez dans l'air phréatique et vous les retrouvez dans l'eau. Ce que nous demandons, c'est d'assurer une meilleure protection des riverains, des parcelles traitées. Alors, pour l'instant, on est à quelques mètres, ça frise même le ridicule. Ce que nous espérons, ce que nous demandons, c'est 150 mètres minimum. Alors ça peut paraître, évidemment, une transition entre les quelques mètres et 150 mètres, ça peut interroger, mais je me permets quand même de vous faire la remarque suivante, c'est que sur la mesure qui a été faite dans Hasbrook, on était à 700 mètres de toute culture. Dernière demande, améliorer la qualité de l'alimentation et mieux informer le consommateur. Alors, pour la qualité de l'alimentation, ça concerne surtout une application effective du plan EGalim, qui n'est malheureusement que partiellement, on ne retrouve que partiellement, et notamment au niveau du bio, on est très loin des 20% souhaités. Meilleure information du consommateur, nous sommes très réservés sur différents indicateurs qu'on retrouve, zéro pesticide, le HVE, nous sommes là aussi très critiques et nous avons saisi le Conseil d'État pour tromperie du consommateur. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je vais céder la parole Alors, c'est à Jean-Luc. Maintenant, donc voilà, c'est terminé pour la présentation des résultats de l'étude. Sachez, les résultats sont disponibles sur Internet. Vous notez rapport génération future, pesticides dans l'air. Vous tombez sur toutes les données pour aller voir ça en détail. Peut-être que vous avez des questions, mais elles vont attendre. Par contre, vous pouvez demander un papier à Nicole Arnaud pour les écrire, donc des questions de clarification par rapport à ce qui a été présenté. Donc voilà, je vois des personnes qui lèvent la main. On a peut-être même des crayons, non? Des questions, mais pas des remarques ou des points de vue. Juste... Voilà, les remarques, les points de vue, ça sera après pour le temps d'échange, mais c'est juste pour le temps de clarification. Eh bien, on va laisser Jean-Luc de la Confédération Paysanne, et puis après, ce sera Jean-Paul de la FNSEA qui vont dire un mot sur voilà, ce qu'ils en pensent et sur la thématique. Merci. Bon, tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Voilà, moi je suis Jean-Luc Bardel, ancien paysan maraîcher, aujourd'hui en retraite. Voilà, en bio bien sûr. Enfin, bien sûr, oui, en bio quand même. Qu'est-ce que j'ai à dire? Tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec Génération Future. Nous, la Confédération Paysanne, ça fait des années qu'on se bat pour la sortie des pesticides. Parce que les premiers concernés, ce sont quand même les paysans. Et bien sûr aussi les riverains
Et je peux en dire un mot parce que moi j'ai été 15 ans paysan maraîcher, jamais utilisé de pesticides, mais j'étais riverain avec des conventionnels. Et l'an dernier, je me suis quand même tapé un petit cancer, quoi. En l'occurrence, un cancer de la prostate qui est quand même en corrélation souvent avec les pesticides. Je ne mange que bio depuis des années, même avant d'être paysan. Donc voilà, les pesticides, ça me parle. Alors qu'est-ce que je peux encore dire de plus? C'est, nous, la Confédération paysanne, on demande la sortie des pesticides, mais on sait très bien que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Donc on demande surtout une grande volonté politique. Il faut sortir des pesticides, donc ça demande, faut aller vers une transition écologique. Et justement, après les manifestations de janvier, on peut dire que c'est plutôt mal parti. Il faut sortir des pesticides en accompagnant les agriculteurs vers une autre agriculture, une agriculture paysanne, qui protège les paysans, qui leur procure un revenu décent et qui procure une alimentation de qualité pour tous. Nous, on s'est battu en Flandre-Maritime contre Clarebout. Clarebout, qui est quand même qui est un industriel de la transformation de la pomme de terre, et qui est quand même le symbole de l'agro-industrie, quoi. Et je crois aussi qu'il faut se battre contre l'industrialisation de l'agriculture, qui produit quand même que des produits bas de gamme. Donc il faut revenir à une agriculture paysanne. Voilà. Que dire encore? Clarebout, c'est aussi beaucoup de consommation d'eau. L'eau qui va devenir rare. Donc voilà pourquoi on s'est battu contre Clarebout. Ensuite, je demande aussi, bien sûr, je crois qu'il y a le monsieur tout à l'heure a parlé aussi de mieux informer le consommateur et de produire une alimentation de qualité, tout ça. Je crois aussi qu'il faut que le consommateur soit responsable. Et voilà, en bio par exemple, en ce moment c'est très difficile. Le bio en ce moment il est en pleine souffrance. Donc je crois qu'on a besoin que le consommateur se soucie de sa propre alimentation. Et donc une volonté politique et ensuite que le consommateur se responsabilise pour consommer, mieux consommer. Voilà, je ne sais pas si... Ok, merci Jean-Luc. On peut passer à Jean-Paul. La consigne, c'est pas plus de 5 minutes. Certaines personnes qui savent que je suis très bavard. Jean-Paul Dallène, je suis président de la section environnement dans le Pas-de-Calais, au niveau FDSEA, et je suis membre du bureau de la FDSEA du Pas-de-Calais, du bureau élargi. J'ai participé à un film, je pense qu'il y en a un certain nombre qui l'ont vu, qui s'appelle Paysans du ciel à la terre. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à le voir, ainsi qu'un autre très bon film qui est en train de sortir, qui s'appelle La théorie du boxeur, qui parle de tous les problèmes agricoles. Je suis aussi membre du collectif Marche pour le climat d'Arras depuis 4 ans. J'ai une sensibilité climatique assez importante. Je ne sais pas si vous connaissez Arthur Keller. Qui connaît Arthur Keller dans la salle? Ah, quand même. J'espérais en voir un peu plus. Je vous invite tous à aller sur YouTube, tapez Arthur Keller, HEC. Vous aurez sa dernière présentation qu'il a fait à HEC. Il fait sa présentation tous les ans. Mais la dernière, elle est très limpide. Elle n'est pas réjouissante. En fin de compte, il parle du dépassement des limites planétaires. Donc, au niveau de la planète, il y a 9 limites définies. Aujourd'hui, on en dépasse 6. Et j'aime bien sa vision des choses parce qu'il dit ça ne sert à rien de se battre pour résoudre les problèmes sur une limite si on ne s'occupe pas des autres. Et en fin de compte, faut faire une moyenne. Faut avancer sur l'ensemble des limites. Les limites, elles sont simples. Il y a le climat, on le sait tous. Il y a la biodiversité, il y a la qualité de l'air, il y a la qualité de l'eau et la quantité d'eau. Et là, on nous parle d'une notion que personne ne connaît, que je ne connaissais pas il y a 4 ans. C'est la notion d'eau verte, qui est un vrai problème aujourd'hui. C'est la disparition de l'eau dont on a réellement besoin.
Donc maintenant, on va revenir sur la pollution de l'air par rapport au phyto. Et avant d'arriver au phyto, je souhaiterais en fin de compte vous rappeler que sur les premières cartes que l'on a vues, les grands bassins agricoles, mais les grands bassins de population étaient plutôt en rouge foncé. Mon beau-frère travaille chez Renault. Il a eu comme mission de trouver des solutions par rapport aux pots catalytiques pour éviter les émissions de toutes les grosses particules. Et en fin de compte, ils étaient très contents. Ils avaient un nouveau pot qui n'émettait plus grand-chose. Sauf que ces nouveaux pots, en fin de compte, ils émettent des nanoparticules. Et aujourd'hui, on sait très bien, et je pense qu'il n'y a personne qui me contredira, que ces particules qui sont beaucoup plus fines que les grosses particules que nos diesels émettaient il y a 20 ans, rentrent beaucoup plus facilement dans le corps humain. D'accord ? Et tout à l'heure, on parlait d'associations, de cocktails, ils font partie du cocktail. Donc en fin de compte, il y a des problèmes agricoles, mais il y a aussi des problèmes de la vie courante, de notre civilisation. Donc on est tous des pollueurs. Et malheureusement, on en fait partie. Donc maintenant, il faut trouver des solutions. Et quand on parle de 2030, la fin des pesticides, moi je veux bien. Et de toute façon, c'est le consommateur qui a la solution. Si demain tous les consommateurs consomment bio, il n'y a plus de crise du bio, et puis les agriculteurs ont toujours su faire face aux défis agricoles. On a su nourrir, en fin de compte, la population après la guerre. À chaque fois qu'on nous a demandé quelque chose, on a su y répondre. Demain, vous, consommateurs, vous nous demandez du bio, on produira du bio. Par contre, aujourd'hui, le constat, c'est que les agriculteurs qui sont en bio, ils sont en crise parce qu'il n'y a pas suffisamment de consommation. Donc maintenant, je vais revenir à la question agricole réelle. Effectivement, il y a des solutions. Ah oui, sur les demandes de générations futures, moi je souhaiterais qu'ils mettent en premier lieu le fait de remettre en place des contrôles aux frontières et de revoir l'Organisation mondiale du commerce. Parce que demain, si on vous fait une agriculture plus propre, mais qu'on est en permanence concurrencé par des produits qui viennent d'Amérique du Sud, qui ne respectent pas, petit rappel, en France et en Belgique, on a une agriculture très similaire, on est toujours en train d'accuser le voisin, mais il faut arrêter d'accuser le voisin. On est passé en 10 ans de temps de 500 molécules phytosanitaires à 330, 310, en fonction d'un côté ou de l'autre de la frontière. Par contre, au Brésil, ils sont passés de 1000 molécules à 1500 molécules. Donc à chaque fois, et ça on peut le généraliser à beaucoup d'autres pays, d'accord ? À chaque fois qu'on achète des produits qui viennent de l'extérieur de l'Europe, en fin de compte, on importe de la pollution. Ça fait 5 minutes. Allez. Par contre, il y a quand même des solutions. La solution, pour moi, c'est d'aller vers de l'agroécologie, c'est de remettre du vivant dans nos sols, c'est de remettre de la biodiversité. Et cette année, j'ai semé du colza. Sur mon colza, j'ai semé mon colza avec des plants de campagne, 3 plants de campagne. Et j'ai pas dû mettre d'antilimace et j'ai fait aucun insecticide sur mon colza et mon colza est magnifique. Mais en fin de compte, et je pense que des solutions, il y en a beaucoup. Et à place de se battre sur les phytos, par moment, il faudrait plutôt se battre pour mettre en place des solutions. Très bonne transition. Bon, merci pour ton témoignage, ton vécu d'agriculteur. Alors, on va revenir pour l'instant à discuter, Rémi, ça sur le programme des conséquences sur la santé. Et puis, on discutera des solutions ensuite à envisager. Donc, je laisse la parole à Judith Louillot, qui est médecin généraliste. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions de clarification, à lever la main. On viendra avec un papier. Il faut que je mette
bonsoir. On va se présenter d'abord. Donc moi, je m'appelle Hélène Arix, je suis éco-infirmière. Donc c'est une infirmière, je suis infirmière de formation et en tirant les ficelles des maladies. Donc moi, j'accompagne toujours les personnes diabétiques et asthmatiques à comprendre leur maladie, c'est mon métier, et à les remettre au cœur de leur prise en charge. Et en tirant les ficelles des maladies, je suis arrivée à me dire, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont diabétiques et qui sont asthmatiques et qui sont touchés alors qu'ils font plein de choses positives dans leur vie, qui mangent bio, qui mangent sainement, qui font de l'activité physique, etc. Et j'avais plein de questions sur les pollutions et c'est comme ça que je suis arrivée à la santé environnementale. Donc je me suis formée pour devenir éco-infirmière, qui est une infirmière qui fait le lien entre la pollution environnementale et notre pollution à nous sur notre santé. Et le lien entre les deux, finalement, la santé de la planète et notre santé à nous. Donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Judith Louillot et je suis médecin généraliste sur la métropole lilloise. Et donc je suis aussi un des relais locaux de l'association Génération Future. Alors moi juste j'ai choisi de m'investir dans Génération Future parce que je suis très sensible à l'environnement et je suis aussi sensible à la santé des personnes. Et cette question des pesticides de synthèse, c'est vraiment l'interface entre notre santé à nous et la qualité de l'environnement. Donc moi je vous fais juste un petit rappel sur ce qu'on sait des impacts des pesticides de synthèse sur notre santé. Alors en fait c'est pas facile de prouver le caractère néfaste des pesticides de synthèse sur notre santé. Pourquoi c'est pas facile ? Parce qu'en fait on est tous exposés aux pesticides de synthèse et à plein d'autres toxiques. Donc on ne peut pas en isoler un et dire celui-là il a l'air de donner cette maladie facilement. Pour pouvoir faire ça, il faudrait quasiment qu'il y ait une planète B sur laquelle on n'utilise aucun pesticide de synthèse. Il y aurait notre planète, la Terre, dans laquelle on est tous exposés à plein de produits chimiques et à plein de pesticides de synthèse, et on regarderait par exemple, est-ce que sur la planète B, il y a moins de cancer du sein que sur la planète A par exemple. Mais ça, c'est pas possible. On peut pas, il n'y a pas de planète B, donc on ne peut pas faire d'études, on ne peut pas prendre 10 000 terriens, 10 000 martiens, et constater que les terriens ont beaucoup plus de cancer de la prostate que les martiens, en quelque sorte. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quand même des études. Donc par exemple, on va prendre une population d'agriculteurs qui ont manipulé des produits phytosanitaires toute leur vie, et on va les comparer avec des gens qui travaillent dans des bureaux, par exemple dans des villes, et on va les suivre par exemple sur 10 ans, et on va regarder est-ce que dans le groupe des agriculteurs par rapport au groupe des employés de bureau, par exemple, est-ce qu'il y a plus de maladies dans le premier groupe que dans le deuxième ? Et avec ça, on fait des études. Et alors, plus le nombre de personnes sur lesquelles on fait ces études est important, plus ça veut dire quelque chose. Moins les différences qu'on observe risquent d'être liées au hasard. Donc ça fait des années, ça fait au moins 20 ans qu'on fait des études de ce type-là. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez important en juin 2021. L'INSERM, donc, qui est l'Institut national de recherche sur la santé et la recherche médicale, a sorti ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont colligé, ils ont rassemblé 5300 études qui avaient été faites dans le monde entier depuis plus de 20 ans. Et en fait, ils ont rassemblé toutes ces études, ils ont mis tout ça dans l'ordinateur, et ils ont regardé qu'est-ce qui, dans ces études, est vraiment significatif ou pas. Et en fait, ils en ont conclu des présomptions de liens fortes, moyennes ou faibles entre l'exposition à des produits phytosanitaires et certaines maladies. Alors en fait, ils ont vu que vraiment, pour le milieu agricole, pour les agriculteurs ou aussi les ouvriers agricoles ou aussi les gens qui conditionnent les pesticides de synthèse, il y a vraiment un lien fort entre l'exposition à ces produits phytosanitaires et certaines maladies comme le lymphome non-hodgkinien, donc ça c'est un cancer des ganglions, le myélome multiple, ça c'est le cancer de la moelle, le cancer de prostate et la maladie de Parkinson. Alors ça on savait déjà, ils le savaient déjà parce qu'ils avaient déjà fait ce type d'études quelques années auparavant. Et en fait, à force de rassembler les études, ils ont vu qu'il y a aussi un lien très fort entre l'exposition au milieu
en milieu professionnel avec les pesticides de synthèse et tout ce qui est troubles cognitifs, donc les démences, la bronchite chronique et la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc ça, c'est une première chose. Ils ont vu aussi qu'il y a une présomption moyenne de lien. Ça veut dire qu'on pense vraiment qu'il y a un lien, mais les études sont un peu moins puissantes. Avec la maladie d'Alzheimer, tous les troubles anxio-dépressifs, certains cancers, comme les leucémies, les cancers du sang, les cancers du système nerveux central, c'est-à-dire les cancers du cerveau, de la moelle épinière, les cancers de la vessie, les cancers du rein, et également les sarcomes des tissus mous. Ça, c'est des sortes de cancers des muscles. Il y a aussi un lien moyen entre l'exposition aux pesticides avec l'asthme et les sifflements respiratoires, et également les pathologies thyroïdiennes. Ils ont vu également, ils ont fait des travaux par famille de pesticides, et ils ont vu par exemple qu'entre les pesticides organophosphorés et certaines substances actives comme le malathion, le diazinon, le lindane ou le DDT, il y a un lien fort avec les lymphomes non-hodgkiniens qui sont toujours ces cancers des ganglions. Et il y a un lien fort également entre les insecticides organochlorés et organophosphorés et la maladie de Parkinson et les troubles cognitifs. Alors, en ce qui concerne l'exposition des enfants, soit pendant la grossesse, donc par exemple des femmes qui pendant leur grossesse ont manipulé des pesticides de synthèse, ou alors des enfants qui ont pu être exposés pendant l'enfance à des pesticides de synthèse, ils ont vu qu'il y a une présomption forte de lien avec les tumeurs cérébrales des enfants, les leucémies aiguës, donc toujours les cancers du sang, et également les troubles neurodéveloppementaux de l'enfant. Donc ça, vous savez, c'est donc tous les troubles du spectre autistique, on appelle ça comme ça maintenant, et également les TDAH, les troubles avec déficit d'attention et hyperactivité. On appelle ça les enfants hyperactifs dans le langage courant. Et bien là, on a vu qu'il y avait vraiment un lien fort entre l'augmentation de ces pathologies et l'exposition de la mère pendant sa grossesse ou bien de l'enfant pendant sa jeune enfant à ces produits, et également l'anxiété. Alors un petit mot, donc ça c'était déjà prouvé, mais ils ont confirmé le lien fort entre l'exposition au chlordécone et la population générale sur le risque de cancer de la prostate. Donc vous savez, le chlordécone, c'est ce produit phytosanitaire qui a été énormément utilisé aux Antilles dans la culture de la banane. Par rapport au glyphosate, alors là c'est pareil, c'est pas facile à prouver parce qu'en fait on est tous absolument exposés. Moi c'est pareil, moi qui mange bio depuis vraiment des années à 95%, il y a quelques années j'ai eu l'occasion avec une autre association de doser le glyphosate dans mes urines, et j'avais du glyphosate dans mes urines à un taux notable. Enfin j'étais pas bas, j'étais par rapport à la moyenne des gens testés, j'étais au-dessus de la moyenne. Donc on a tous du glyphosate dans nos urines, mais par contre ils ont vu quand même qu'il y a un risque accru de lymphome quand on est exposé au glyphosate, notamment sur des milieux professionnels. Voilà. Et enfin, la dernière étude que j'ai trouvée notable et qui a été publiée, elle s'appelle l'étude GeoCap Agri. Donc elle a été publiée le 18 octobre 2023. Et en fait, ils ont pris des enfants qui avaient une leucémie aiguë, et ils les ont comparés à des enfants qui n'avaient pas de leucémie aiguë. Et ils ont vu que ces enfants qui étaient porteurs de cette maladie grave du sang, ils habitaient généralement dans des plus proches des vignes. Le pourcentage de vignes au pourtour des habitations de ces enfants était plus important dans le groupe des enfants porteurs de leucémie par rapport aux enfants qui n'étaient pas porteurs de leucémie. Juste un petit mot également sur les perturbateurs endocriniens. Donc vous savez, les perturbateurs endocriniens, je ferai juste un tout petit rappel, ce sont des produits chimiques qui ne sont pas forcément des pesticides. Ça peut être autre chose que des pesticides de synthèse. Mais en fait, ces produits chimiques, ils vont prendre la place de nos hormones. Ils vont agir en toute petite quantité. Il y a sûrement dans la salle des gens parmi vous qui prennent des hormones thyroïdiennes parce que c'est un médicament qui est fréquemment donné. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles la thyroïde ne fonctionne pas très bien, donc on doit leur donner des hormones thyroïdiennes. Et vous savez que c'est dosé en microgrammes. Donc on prend des hormones, c'est de façon à avoir des microgrammes par litre. On prend 100 microgrammes, donc c'est vraiment des petites doses. Et en fait, certains produits chimiques, ils vont agir
hormones et ils vont perturber le bon fonctionnement de notre système endocrinien. Et par exemple, si une femme est exposée à des perturbateurs endocriniens pendant sa grossesse, ça peut faire que le système génital de son bébé, alors qu'il est encore dans son ventre, il va mal se développer et par exemple il va y avoir plus d'anomalies génitales. Par exemple, c'est des petits garçons, l'urètre, enfin l'extrémité de l'urètre, au lieu de s'aboucher au bout de la verge, il va se terminer en dessous. Donc ça peut se réparer chirurgicalement, mais c'est un peu compliqué. Donc on sait, enfin, il y a un consensus vraiment général de tous les médecins endocrinologues du monde entier pour dire que les perturbateurs endocriniens sont une menace pour notre santé. Et en fait, les troubles qu'ils donnent, donc c'est des troubles de l'appareil reproducteur. Ils vont donner également des pubertés précoces. Normalement, chez la petite fille, la puberté, c'est à partir de 10 ans. Et bien maintenant, on voit des petites filles dans les pays dits riches qui ont par exemple un développement des seins, donc un début de puberté avant l'âge de 8 ans. 4 ans la plus jeune, mais bon, ça, voilà. Alors, il y a aussi... on observe aussi une baisse de la fertilité liée aux perturbateurs endocriniens. Vous savez tous que le problème de nos grands-mères, c'était plutôt comment on va faire pour ne pas avoir trop d'enfants. Maintenant, il y a un couple sur 10 qui a besoin d'une aide pour procréer. Et maintenant, il y a certains couples, leur problème, c'est plutôt comment on va faire pour avoir des enfants. Alors bien sûr, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, ce n'est pas le seul problème de l'infertilité. Il y a aussi l'âge plus tardif de la grossesse, des choses comme ça. Mais certainement, les perturbateurs endocriniens en font partie. Alors, il y a aussi, donc, les perturbateurs endocriniens, ils vont pouvoir donner des cancers hormonodépendants. Monsieur parlait tout à l'heure du cancer de la prostate. En fait, les deux cancers les plus fréquents chez la femme et chez l'homme, ce sont des cancers hormonodépendants. Chez la femme, c'est le cancer du sein. On estime qu'il y a à peu près une femme sur 12 qui, dans sa vie, va développer un cancer du sein. Et chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Et maintenant, les chercheurs pensent que c'est même l'exposition des fœtus dans le ventre de leur maman à ces perturbateurs endocriniens qui va donner des perturbations génétiques et épigénétiques et qui va faire que ces fœtus exposés, quand ils auront 50 ans ou 60 ans, eh bien, en fait, ces femmes vont développer des cancers du sein liés à cette exposition très précoce aux perturbateurs endocriniens. Donc ça va également donner des maladies de la thyroïde. On pense que ça participe également à cette épidémie de diabète et d'obésité. Autrefois, le diabète, le diabète de type 2, c'était vraiment chez les gens qui étaient franchement en surpoids. Maintenant, on voit des gens qui sont d'un poids normal et qui ont des diabètes de type 2. On en parlait tout à l'heure, on pense que ça interfère avec le bon fonctionnement de la thyroïde. Et les hormones thyroïdiennes, c'est très très important pour la bonne maturation du cerveau du fœtus. Et en fait, donc les perturbateurs endocriniens, vraisemblablement, donnent des troubles, enfin participent aux troubles du spectre autistique et aux troubles de déficit d'attention. Et on pense également que les perturbateurs endocriniens vont donner des troubles psychiques. Vous savez, ce médicament, c'était cette hormone qu'on donnait le distilbène, qui avait été donné dans les années 60 pour éviter des fausses couches chez les femmes. Et donc ces femmes ont pris cette hormone de synthèse. Là, vous voyez, c'était une hormone, c'était pas un pesticide de synthèse, mais le distilbène, en fait, a été pris par ces femmes dans les années 60. Ça a donné des cancers du col de l'utérus chez les filles de ces femmes. Et maintenant, on en est à la deuxième génération, la troisième génération même, et on sait que les petits-enfants des femmes qui avaient pris du distilbène ont eux-mêmes également plus de troubles psychiques, par exemple, que la moyenne de la population. Voilà, et ben je m'arrête là et je passe la parole à Hélène. Je vais poursuivre, je vais vous parler du coût d'inaction au niveau de la santé de ces perturbateurs endocriniens qui a été estimé au niveau européen à 157 milliards d'euros par an. Donc le coût, ça c'était publié dans le journal officiel du CNRS. Donc c'est un coût énorme sur le système de santé aujourd'hui, tous ces polluants multiples et variés. Et ça a également un impact, les pesticides, sur l'eau. Et ça a été estimé, si on devait
si les collectivités devaient s'équiper pour pouvoir supprimer les métabolites des pesticides dans l'eau, ça coûterait 4 à 12 milliards d'euros selon la technologie utilisée. Donc c'est pour vous montrer le coût à la fois de la pollution de l'air, la pollution sur la santé et la pollution au niveau de l'eau, de tous ces polluants divers et variés auxquels on est confronté aujourd'hui. Alors, c'est des choses qui sont connues également des chercheurs. Hein. Donc là, je vous ai mis le site de l'INRAE qui disait les pesticides, le confort de l'ignorance. Aujourd'hui, on nous dit que voilà, tout ce qui tourne autour des pesticides, finalement, on n'a pas de preuves exactes, c'est pas forcément vrai, il y a un doute sur la substance exacte. Et en fait, on crée ce qu'on appelle la fabrique du doute aujourd'hui qui nous empêche d'avancer. C'était une stratégie qui était utilisée par les industriels de l'industrie du tabac déjà à l'époque, qui créait ce doute, et aujourd'hui on sait les conséquences du tabac, et aujourd'hui voilà, on est dans les mêmes utilisations de moyens, de manipulation finalement du doute pour pouvoir nous empêcher d'avancer. Donc c'est fondamental de comprendre qu'on a besoin de voir, et c'est pas parce qu'on n'a pas de preuves exactes aujourd'hui, parce que c'est très compliqué de faire des preuves scientifiques exactes sur ces cocktails, c'est pas étudié, c'est très complexe, ça prend des années, et aujourd'hui on met ces produits polluants sur le marché beaucoup plus rapidement qu'on a la capacité de prouver leur nocivité, et c'est aujourd'hui important de partir sur des principes de précaution finalement pour pouvoir protéger la population et protéger notre environnement. Alors, le milieu de la santé commence à réagir parce que le coût, comme je vous le disais, a un sacré impact sur le système de santé, et il y a une réelle prise de conscience qui commence à se faire. Il y a notamment, vous avez peut-être entendu parler, une consultation qui a été mise en place au CHR d'Amiens à destination des familles qui sont touchées par des malformations au niveau des enfants ou des problèmes liés au contact avec les pesticides. Donc on étudie finalement, quand il y a une malformation, on propose aux familles d'intégrer ce service pour pouvoir essayer de comprendre l'origine et les liens avec la profession des parents, et essayer de comprendre un petit peu les causes de cette malformation. Il y a également une reconnaissance au niveau de la MSA, aujourd'hui, une indemnisation des agriculteurs qui sont victimes eux-mêmes des expositions professionnelles aux pesticides qui sont reconnues. Et il y a une alerte qui est lancée avec de plus en plus de professionnels de santé qui se mobilisent avec des manifestations, des pétitions également pour dénoncer finalement le désastre de ces polluants et de ces pesticides. Et récemment, il y a eu un appel qui a été lancé par un collectif de soignants au niveau européen qui ont été manifestés à Bruxelles, au Parlement, pour pouvoir se mobiliser sur ces pesticides. Les mutuelles également sont en train de bouger pour les mêmes raisons, pour les conséquences. Et il faut savoir que l'assurance maladie aujourd'hui s'est rentrée dans l'obligation de toutes les caisses primaires d'assurance maladie des Hauts-de-France de mobiliser les professionnels de santé sur cette thématique des pesticides. Il va y avoir des actions sur le terrain à destination de la population pour pouvoir protéger les plus fragiles, donc les femmes enceintes, les jeunes parents en âge de procréer qui sont touchés par ces perturbateurs endocriniens et l'ensemble de ces polluants. Alors et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, déjà, il faut reprendre un petit peu le contexte d'où vient la santé. Pour pouvoir être en bonne santé, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de respirer, c'est la base pour pouvoir vivre. Nous ingérons une partie de notre environnement. Je vous ai mis là, finalement, sur une vie en moyenne, il y a 600 tonnes d'environnement qui passent au travers de notre corps, que ce soit par la nourriture, par l'eau ou par notre respiration. On est intimement lié à cet environnement. C'est quelque chose qui était déjà connu il y a bien longtemps et qu'on a oublié. Je vous ai mis ici des citations qui ont été reprises, c'était il y a plus de 2000 ans, l'état de santé de l'homme est le reflet de l'état de santé de la Terre. C'était Héraclite qui disait ça. Socrate, que vous connaissez. Pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants.
Et Hippocrate, le père de la médecine, qui disait « On ne peut prétendre guérir un patient sans prendre en considération les influences de son environnement quotidien ». Finalement, à l'époque, il savait déjà que l'environnement dans lequel on vivait faisait le terrain de nos maladies. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces différentes sources de pollution, elles créent une véritable pression sur le vivant, sur le système planétaire, sur la biodiversité, sur le vivant, animal, végétal, par une véritable pollution de l'air, de l'eau, de la terre, qui est en lien avec nos modes de vie actuels, que ce soit la déforestation, l'agriculture et l'élevage intensif des industries, mais également une véritable surpression en parallèle sur notre corps humain et sur ce qu'on appelle la biodiversité interne des microbiotes. On a un effondrement de notre microbiote. Il faut savoir qu'on est fait de bactéries, c'est ce qui nous permet d'être en bonne santé. 80% de notre microbiote intestinal influence sur notre système immunitaire. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous rendre plus résistants et plus robustes aux différents aléas extérieurs. Et sous la pression des différentes sources de pollution aujourd'hui, on a un effondrement de cette biodiversité interne qui nous rend beaucoup plus fragiles à des facteurs extérieurs. Et c'est exactement ce qui se passe également au niveau de la biodiversité des sols. Quand on pollue les sols avec des pesticides, on détruit finalement également cette biodiversité interne des sols et tout ce qui est biodiversité, les vers, etc., les vers de terre. Alors, c'est complexe, hein. La maladie, elle est multifactorielle. Il y a plein de paramètres qui influencent sur notre santé aujourd'hui. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette surpression, finalement, à un moment donné, elle est trop importante. Et elle déclenche une maladie. Alors, c'est compliqué de tout enlever, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'un polluant en moins, c'est une chance de plus de renforcer notre santé. Et aujourd'hui, c'est comment on agit pour pouvoir enlever des polluants, un à la fois, pour pouvoir être en meilleure santé dans notre région. Alors je vous propose de prendre un petit peu plus de hauteur encore pour pouvoir voir un petit peu tout ça. C'est un sujet qui est complexe, hein, qui facilement nous met en opposition. Hein, c'est la faute des citoyens qui n'achètent pas bio, c'est la faute des agriculteurs qui mettent des pesticides sur les champs, c'est la faute de l'étranger qui amène plein de pollution, c'est la faute de plein de paramètres. Ça, c'est ce qui est en psychologie humaine, c'est ce qu'on appelle le triangle de Kaplan. Le triangle de Kaplan, c'est un triangle qui permet de, à chaque fois, reporter la faute sur quelqu'un d'autre. À la fois, on est tous coupables, à la fois, on est tous victimes, et à la fois, on essaye de tous essayer de sauver les uns les autres. Il faut sortir de ce système-là, aujourd'hui, et se rendre compte que chacun doit prendre ses responsabilités. Là où on a chacun un rôle à jouer. Ça commence par nous-mêmes, déjà dans les choix qu'on fait. Ça commence ensuite dans le travail et de ce qu'on fait, et comment tout l'environnement, la famille, et puis etc., tout ce qui vit autour de nous. Et petit à petit, ça se répand autour. Donc on arrête de se rejeter la faute les uns sur les autres et on prend nos responsabilités. Donc plutôt que de voir ce qui nous divise, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver les communs, de voir un petit peu ce qui nous rassemble ici, tous dans la même salle. Alors déjà, ce qui nous rassemble, c'est que nous vivons tous dans la même région. Et nous souhaitons tous vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Donc on a les mêmes envies. Nous avons tous besoin de manger, de boire, de respirer, de travailler, pour assurer un revenu digne, avec un toit, assurer la stabilité de la famille, rembourser nos emprunts, pouvoir nous faire plaisir et vivre correctement. On a les mêmes besoins. Nous sommes tous soumis à la même pollution, entraînant une pression sur notre organisme, actuellement avec des conséquences pouvant impacter notre santé. On a les mêmes problèmes et les mêmes conséquences possibles. Et le monde agricole est particulièrement touché, ainsi que leurs enfants. Nous sommes tous des citoyens ici, avec une multiplicité de compétences, de connaissances, avec des professions différentes, avec des visions différentes. Et ça, c'est une sacrée force, parce que ça va nous permettre ensemble
de trouver des solutions en croisant nos visions. Alors il va falloir ouvrir ce dialogue et enfin pouvoir voir les choses en face et essayer d'avancer ensemble, en nous comprenant. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, on voit qu'il y a plein de crises. On le voit avec la crise agricole, la crise du milieu de la santé, la crise de l'éducation. Et finalement, toutes ces crises, elles sont liées, elles se croisent. Alors vous ne les voyez peut-être pas parce qu'on n'a qu'une partie des ficelles, mais tout est en lien. Nous sommes le problème et on est également la solution. Il n'y a qu'ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de s'organiser collectivement dans l'idée de créer des systèmes sociaux qui soient durables, résilients, fertiles, afin de prendre soin de nous-mêmes et de notre environnement et de répondre aux besoins communs de tous. De faire de notre région une région robuste pour qu'on puisse avancer et arrêter d'être pollué par toutes ces pollutions. Alors, aujourd'hui, on a tendance à voir les problèmes. On a tendance, dans le milieu de la santé, à voir les maladies et à essayer de comprendre comment on peut les éviter. On essaye toujours de trouver des solutions, on a essayé de mettre des antibiotiques, des traitements, des vaccins, etc. Et ce qu'on ne cherche pas, c'est essayer de renforcer la santé. Il va falloir partir vers de la vraie prévention aujourd'hui et comprendre d'où vient la santé et comment la renforcer. Plutôt que de lutter contre ce qui nous pollue, ce que je vous propose, c'est essayer de changer la vision et d'agir collectivement pour un seul sain, pour un air sain, pour une alimentation saine pour tous et pour se prendre soin du vivant. Pour un juste revenu pour nos agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous permettent de nous nourrir et qui passent des heures sur le terrain, et ça aussi, il va falloir le comprendre. Et c'est pas juste qu'ils ne puissent pas vivre de leur métier. Pour une bonne santé pour tous également, et pour une région résiliente et robuste face aux nouveaux défis d'un monde fluctuant, parce que nous avons vu, on est touché par énormément d'impacts du vivant aujourd'hui qui se rebellent, avec les inondations, avec plein de choses, et finalement, ce monde, il est en mouvement permanence, et il va falloir essayer de s'adapter. Et la force de l'adaptation, c'est le vivant. Alors, quelle solution maintenant ? Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution unique. Et aujourd'hui, moi je viens du milieu de la santé, je ne viens pas du milieu de l'environnement, je ne viens pas de l'agriculture, je vais à la rencontre des agriculteurs pour essayer de comprendre. Je découvre des choses d'un milieu que je ne connaissais même pas. Et je me dis, wow, il y a plein de solutions. En fait, il y a plein de possibilités. Et les solutions, elles sont multiples. Elles sont... Voilà, ça va être ensemble qu'on va les créer. Donc, je vous ai mis des idées de solutions qui existent, aussi bien en France qu'ailleurs, ou même dans notre région. Donc, il y a déjà les solutions de s'appuyer sur le vivant. C'est ce que disait monsieur tout à l'heure. L'agroforesterie, l'agroécologie, la permaculture, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues. Les jardins partagés, les forêts comestibles, l'hydrologie régénérative, qui est la régénération de l'eau, et comment on peut cultiver l'eau. Si vous avez connaissance de ça, je vous invite à aller voir Samuel Beauvoisin, qui est un nordiste qui est parti dans la Drôme, qui est expert sur ce sujet. Tout ça, c'est des solutions qui permettent de finalement s'appuyer sur la robustesse de la nature, qui a des milliers d'années d'expérience par rapport à notre mode de fonctionnement aujourd'hui des humains. Et cette transition, elle n'est pas facile. Elle prend du temps, mais les bénéfices sur du long terme sont positifs. Et ça va falloir soutenir les agriculteurs dans ce passage parce que c'est notre mode de fonctionnement et, comme disait monsieur, les citoyens vont devoir s'y mettre aussi parce qu'il faut savoir que quand on passe, qu'on essaye de passer voilà, sans produits phytosanitaires ou autres, on a besoin de plus de manœuvres, ça prend plus de temps à travailler. Donc là, c'est essayer pour les citoyens d'aller s'investir aussi et d'aller aider les agriculteurs sur le terrain. Moi, je fais partie d'un collectif, les Tous Gardiens du Vivant, qui est un collectif de citoyens engagés dans la région, sans étiquette, sans rien. Et on va à la rencontre des agriculteurs et on va les aider quand ils demandent de l'aide. On va sur le week-end pour pouvoir aller mettre les mains dans la terre et aller les aider sur le terrain.
on a besoin d'un engagement des élus, des maires, pour pouvoir faire bouger les lignes. Alors ça se fait hein. Dans la région, vous avez peut-être entendu parler de l'expérience de Loos-en-Gohelle, du maire de Loos-en-Gohelle qui a racheté des terres pour essayer d'aider au passage où il croise à la fois la dynamique des citoyens et la dynamique du besoin des agriculteurs de changer aussi, de passer en conversion bio. On a également la ville de Strasbourg qui s'est investie pour pouvoir protéger les plus fragiles. Elle offre des paniers bio et en fait, le but, c'est d'enlever les polluants le plus possible. L'avantage du bio, c'est qu'il y a moins de pesticides, il y a pas, voilà, beaucoup moins, et il n'y a pas d'additifs non plus. Donc, c'est des pollutions en moins pour pouvoir protéger les femmes enceintes. Et donc, la ville de Strasbourg offre des paniers bio aux femmes enceintes qui en font la demande. Ça fait 1 an qu'ils font l'expérience, ça a super bien fonctionné et c'est reconduit. Il y a des mairies qui passent également au bio dans les cantines pour pouvoir également enlever les polluants et puis essayer de se protéger un petit peu, protéger nos enfants qui sont dans cette période des perturbateurs endocriniens, la préadolescence, c'est très tôt. Donc de protéger nos enfants le plus possible. Et il y a des cantines qui sont même passées 100% bio. Je vous ai mis l'exemple en 98 de Mouansartou, qui est une ville de 10 000 habitants, donc la moitié d'ici, qui a compris, en fait les élus ont compris l'importance du lien entre la nourriture, la santé et l'environnement. Ils ont passé toutes leurs cantines en bio à 100%. La loi Egalim, elle demande 20%. On n'est même pas aux 20% aujourd'hui. Donc s'ils ont réussi à 100%, c'est qu'on est capable de le faire aussi à 20% dans nos cantines pour protéger nos enfants. Alors je vous ai mis ici des études qui montrent l'intérêt de passer au bio et au fait maison. C'est pas que le bio, hein, c'est vraiment le fait d'enlever les polluants en moins. Donc il y a un risque de cancer diminué par 25%, moins 35% de cancer du sein de la post-ménopause et 76% des lymphomes chez les gens qui mangent plus de bio et du frais. Les risques diminués de 35% de développer un diabète de type 2 chez les plus gros consommateurs de bio et de souffrir de surpoids et d'obésité. Les risques de cryptorchidis et les malformations au niveau des testicules, et l'hypospadias et les malformations au niveau c'est ce que disait Judith tout à l'heure, au niveau de l'orifice pour faire pipi, c'est diminué de 35% et de 58 à 64%. C'est énorme. La surpression, finalement, en l'enlevant, les conséquences positives que ça peut avoir. Meilleure qualité du sperme, 49% de spermatozoïdes en plus, 32% de spermatozoïdes normaux en plus et 29% dans l'éjaculat. Donc tout ça, c'est pour vous montrer l'impact de cette surpression aujourd'hui sur notre santé. Alors, il y a un engagement de plus en plus important des citoyens par rapport au monde agricole. Il y a des graines de projets j'appelle ça des graines de projets positives finalement, qui émergent dans notre région. Donc je vous ai mis Jardinons notre santé, cultivateurs de saveurs, c'est des engagements de cultivateurs et de paysans qui se sont regroupés en association. Donc, Jardinons notre santé, ils sauvegardent les graines reproductibles. Il faut savoir que nos agriculteurs doivent payer tous les ans des graines pour pouvoir replanter, parce qu'elles ne sont pas reproductibles aujourd'hui. Et ça a un sacré coût pour eux. Aujourd'hui, Jardinons notre santé sauvegarde les graines reproductibles. Donc aujourd'hui, nos agriculteurs n'ont pas le droit de les utiliser, mais nous, on a le droit de les utiliser dans nos jardins et de les transmettre et de les propager un petit peu partout pour pouvoir garder ces semences qui étaient... c'est des graines anciennes, donc elles sont beaucoup plus résistantes que nos graines d'aujourd'hui. Les engagements citoyens, c'est des épiceries solidaires auprès des agriculteurs qui vont à la rencontre des agriculteurs bio ou non bio de la région pour pouvoir les aider et puis acheter leurs produits au juste prix sans négociation pour pouvoir leur permettre de gagner correctement leur vie. Et il y a, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Donc ça part des citoyens. L'épicerie la Source, c'est sur Dunkerque. L'épicerie Essentielle, c'est sur Lille et sur Wavrin. Et après, il y a un engagement collectif qui est en train de se monter un petit peu partout en France. Donc pour le moment, qui a laissé sur Montpellier et en Gironde.
au niveau de Bordeaux, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. C'est pour permettre à tous d'avoir une alimentation saine, au prix juste et abordable, pour permettre à chacun de vivre correctement, aussi bien de son métier que d'avoir une bonne santé. Alors, je vous ai mis un petit exemple. Donc le but de la sécurité sociale alimentaire, c'est un regroupement des partenariats entre les villes, les centres sociaux, le département, pour le coup, le département de la Gironde du côté de Bordeaux, les agriculteurs, des chercheurs et des citoyens qui se sont rassemblés pour pouvoir favoriser une alimentation saine pour tous, respectueuse de la santé et de l'environnement, lutter contre l'insécurité alimentaire, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés de précarité alimentaire, qui sont au resto du cœur et qui mangent ce qu'on leur donne, mais qui ne sont pas forcément des aliments sains, frais et positifs pour leur santé, et réduire la paupérisation agricole également, puisque, par exemple, dans le département de la Gironde, les agriculteurs vivent en moyenne avec 600 € par mois, à faire des heures pas possibles. Donc en fait, comment ça fonctionne, la sécurité sociale alimentaire? C'est une allocation qui est donnée, on cotise en fait en fonction de ses moyens. C'est les citoyens qui décident de cette cotisation en fonction de ce qu'ils pensent juste. Et quand ils cotisent à un fonds commun, il y a également la ville qui cotise à ce fonds commun et ils obtiennent ce qu'on appelle une monnaie alimentaire. Donc ils auront 150 monnaies alimentaires par personne et 75 par personne supplémentaire dans le même foyer. De cette monnaie, qui est virtuelle, ils peuvent aller l'utiliser chez des partenaires qui ont été choisis par les citoyens eux-mêmes, qui se sont constitués en communauté participative. Donc ils choisissent les épiceries, les magasins qui leur paraissent juste autour de chez eux, ce qui fait fonctionner la région, ce qui permet de vendre et pas devoir voir nos produits, parce que ça aussi, on a plein d'exportations de nos produits alimentaires aujourd'hui, et on fait importer nos produits alors qu'on a des agriculteurs qui cultivent dans notre région, qui pourraient vendre en direct. Donc c'est permettre à notre région de retrouver du souffle au niveau de l'alimentation et permettre à nos producteurs locaux de vivre justement de leur métier et nous manger sainement. Donc ça, c'est des choses qui sont testées en France. Donc le choix du conventionnement, il se fait en fonction de plein de... Je vous invite à aller voir, on va avancer un peu parce qu'on n'est pas en avance, mais je vous invite à aller voir, vous trouvez facilement la sécurité sociale alimentaire. Donc l'idée aujourd'hui, c'est voilà, de poser les choses ensemble et d'imaginer la région dans laquelle on a vraiment envie de vivre. Je vous ai mis cette phrase que j'ai trouvée dans un livre qui m'a paru vraiment super belle. L'imagination pose des rails que le train de la réalité suivra. Alors à nous d'imaginer ensemble la région dans laquelle on a vraiment envie de vivre pour pouvoir être en bonne santé. Merci Hélène et Judy. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à lever la main, on vous donne un papier pour écrire. Petite remarque. C'est pas forcément le moment. Après on pourra discuter pour avancer un petit peu. Nous là, au sein du collectif Flandre Climat Biodiversité, on a travaillé sur 4 revendications. Au niveau local, on sait que ça se règle au niveau national, européen, la sortie des pesticides. Pour autant, nous on pense, et on le voit sur d'autres territoires, que c'est possible de diminuer l'exposition aux pesticides des populations, tout en assurant un revenu pour les agriculteurs. Donc on a 4 revendications. La première, c'est la bonne information des habitants. Il existe une omerta sur le sujet. Si on ne mesure pas, la donnée n'existe pas, le problème n'existe pas. Alors Génération Future a posé des capteurs pendant cette semaine pour être plus sophistiqués. On pense que c'est un devoir des élus de protéger la population et d'informer des risques. Et donc de poser quelques capteurs de pesticides en Flandre pour avoir l'information en temps réel des périodes à haut risque de pesticides. Ça nous semble primordial pour notre sécurité, notre santé. La deuxième revendication, c'est le retour du Outland. Donc le Outland, en flamand, c'est le pays du bois, c'est comme ça qu'on appelle notre région naturelle transfrontalière. Alors aujourd'hui, c'était il y a 80 ans, aujourd'hui c'est un peu moins le pays du bois,
alors qu'on connaît tous les avantages qu'ont les haies et les arbres dans le système agricole. On connaît au niveau de limiter le ruissellement, de la rétention en eau, de refuge pour les oiseaux, des ressources pour les insectes, qui permet d'améliorer la régulation biologique des ravageurs de culture et bien d'autres avantages. Alors on demande un vrai plan d'engagement de l'ex-CCFI, aujourd'hui Cœur de Flandre Agglo, pour que les Flandres intérieures redeviennent le pays du bois, le pays du woodland, en faisant en sorte que l'implantation de haies et l'entretien des haies ne coûte pas aux agriculteurs, que tout soit pris en charge. Il existe déjà des aides, mais on oublie après l'entretien important qu'il y a à faire pour sauvegarder les haies. On souhaite aussi qu'il y ait la création d'une filière de valorisation du bois énergie, qui est vraiment une source d'avenir, et faciliter aussi l'installation de pépiniéristes pour pouvoir fournir les plants localement. En plantant 60 km de haies par an pendant 20 ans, on peut doubler le linéaire de haies en Flandre intérieure. Il y a des comparses du collectif Flandre Climat Biodiversité et d'autres mouvements qui ont écrit un manifeste pour le retour du woodland qui a déjà été diffusé aux élus. Vous pouvez le retrouver sur internet en tapant un manifeste du woodland au Flandre intérieur qui montre tous les avantages pour notre territoire de favoriser, de régénérer notre territoire avec l'implantation de haies et d'arbres. La troisième revendication, on en a parlé, c'est de respecter la loi Egalim. C'était une des revendications des agriculteurs pendant le mouvement de protestation nationale, notamment sur prendre la prise en compte des coûts de production dans les négociations avec la grande distribution et les industriels. Et il y a aussi dans cette loi Egalim l'obligation pour les communes de fournir dans les cantines 20% de bio et 50% de produits de qualité ou avec un label. On en est loin, j'ai regardé les chiffres hier, sur les 44 cantines sur les 80 qui ont donné leur données à l'État, on n'est que à 7% de bio et à 15% de produits durables ou de qualité. Alors ça serait le minimum quand même de respecter cette obligation légale qui a été votée par le Parlement et ça créerait une source de revenus pour nos agriculteurs au niveau local et on sait l'importance, notamment dans les cantines scolaires, de manger des produits de qualité et du bio pour la santé de nos enfants. Et puis la quatrième proposition, c'est d'expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation. On en a parlé. En France, il y a un paysan sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. Et en même temps, il y a 7 millions de Français qui sont dépendants de l'aide alimentaire pour se nourrir. Donc nous, on revendique un nouveau droit à l'alimentation pour tous les citoyens et citoyennes, garanti par l'État, qui constituerait des débouchés importants pour nos agriculteurs. On l'a un peu expliqué, mais chaque citoyen et citoyenne aurait un budget loué par mois pour acheter des produits de qualité, et ces produits seraient décidés collectivement. Quels sont les produits de qualité dans notre région? Et le financement serait basé sur la cotisation sociale. Chacun contribuerait selon ses moyens. Et quand on voit le coût de toutes les pollutions, sur les coûts de toute la pollution, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent en France, c'est une question de volonté politique et de faire les bons choix face au lobby. En France, pour l'instant, il y a 26 dynamiques autour de la sécurité sociale de l'alimentation qui sont en constitution, en fonctionnement. On espère qu'il y en aura bientôt une 27e en cœur de Flandre. Voilà, tout ça pour dire qu'on pense que sur ces 4 revendications, tout le monde aurait à y gagner, aussi bien les habitants que les agriculteurs, en créant des débouchés. C'est un peu le propos de ce soir, c'est de ne pas opposer les citoyens et les agriculteurs, mais de construire quelque chose ensemble. Et on espère bien, il y a quelques élus dans la salle, qu'on pourra avancer là-dessus. En tout cas, on vous invite aussi à rejoindre le mouvement Flandre Climat Biodiversité. Et vous pouvez laisser votre adresse mail à la sortie si vous souhaitez vous engager à nos côtés pour défendre ces revendications. Voilà, on est gentil, mais on se battra quand même pour assurer un avenir sain et en sécurité pour nous et pour les générations à venir. Alors, voilà, merci, ça fait peut-être déjà 2 heures que vous êtes assis. Bravo.
20h36, non, ça fait 1h30. On a récolté les questions de clarification. C'est peut-être le moment de... Alors Nicole, tu vas essayer de les synthétiser. N'hésitez pas si vous en avez encore. Et puis après, si vous n'êtes pas trop fatigué, on passera à un petit temps de débat. Vous verrez, alors on est plus de 200, on est 300 peut-être dans la salle, mais on a fait en sorte que ça se passe bien et d'avoir vraiment un temps d'échange. Alors, quelles sont les questions? Je te laisse le micro. Il y a eu pas mal de questions, je vais essayer de les regrouper et de ne pas déformer ce que vous avez écrit. Il y a d'abord des choses sur les pesticides dans l'air. Est-ce qu'il y a des seuils? Il y a des questions hyper précises et il y a des questions plus générales, vous verrez. Donc dans les questions précises, il y a les seuils sur la quantité de pesticides dans l'air. Les seuils, est-ce qu'il existe ces seuils à ne pas dépasser pour la qualité de l'air? Est-ce que la quantité de pesticides relevés sur le capteur d'Innsbruck dépasse ces seuils? Est-ce qu'il y a un lien entre une quantité journalière de pesticides et la météo? Quel type de temps, quelle météo est la plus favorable à un air moins pollué en pesticides? Il y a des questions aussi sur la qualité de l'eau. Quelle qualité de l'eau aurons-nous, hein? Sur les factures d'eau, par exemple, les résultats de tests donnés sont de 2 ans en arrière. Il y a des questions aussi sur la pollution intérieure. Bon, ce n'était pas le sujet, mais n'empêche qu'il y a aussi des polluants pour l'intérieur des maisons. Des questions hyper précises aussi. Que faire quand la ZNT, merci, la zone de non-traitement n'est pas respectée autour de chez soi et que les épandages sont réalisés même par grand vent? Alors on a vu que même avec les zones respectées, malgré tout, ça ne marchait pas. Je préfère... Ah oui. Et quelles sont les alternatives en question générale? Quelles sont les alternatives aux pesticides, herbicides et autres terricides? Je sais pas, il y a aussi des questions pour toi, donc je préfère te les dire et ensuite... Hein? Une par une, c'est encore mieux. Une par une? Voilà, c'est pas possible. Je crois qu'il va falloir faire un effort de synthèse. Et des questions sur la solidité de l'étude, en fait. Tu vois, pour que ça soit juste un petit rappel. Et des questions sur la non-explication de la présence de produits interdits. Comment ça se fait qu'on les retrouve, en fait? Ça pose question, quand même. Alors, pour ce qui concerne les produits qui sont interdits en France, on n'a pas d'explication. La seule que j'ai eue par Jean-Paul, où on pense aux Belges, enfin, il n'y a absolument aucune certitude à ce niveau-là. Et on n'a absolument aucune explication. Pour ce qui concerne les... Oui. Non, j'ai pas eu le fil de mon idée. Alors les seuils, oui les seuils. Alors ça, on est politiquement très demandeur de définition des seuils sur les cumuls de pesticides. Et bon, c'est un sujet qui est très difficile et on n'a aucune réponse au niveau du gouvernement. Mais ça correspond à une demande de génération future depuis très longtemps. Mais pour l'instant, pas de débouché. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, la solidité de l'étude. Alors, nous, on va être très clair, au niveau des capteurs, bon, ce n'est pas le summum de la technique, mais il y a des capteurs volumétriques qui sont beaucoup plus performants, à ceci près quand même que pour avoir participé à une expérimentation, enfin une mesure de pesticides avec Atmo, qui ont des capteurs beaucoup plus évolués que les nôtres, eux sont tributaires de l'électricité, pas nous. Ce qui nous permet, alors, à titre d'exemple, on a eu
débat avec les gens de notre mot, parce que nous, on avait déterminé un point qui était, d'un point de vue qualitatif, pour nous, le meilleur endroit pour mesurer les pesticides en intégrant les problèmes des ZNT. Ils étaient tout à fait d'accord, mais le problème, c'était l'alimentation électrique. Nous, on peut choisir clairement un endroit, on pose nos capteurs et on peut vous sortir une mesure de pesticides. Alors après... Pardon. Pour une parcelle entourée de haies, comment faire pour ne pas avoir un pic de pesticides au milieu du terrain? Il n'y en a pas. C'est absolument impossible. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une masse d'air, c'est du gaz. Le gaz, ça épouse les habitations, les haies, les arbres. Et une masse d'air, c'est en mouvement. Alors ça, c'est déjà, là, on ne parle que de la composante horizontale du vent. Il faut y intégrer aussi une autre composante qui est thermique. Alors, selon l'albédo des sols, les sols ont l'albédo, c'est la capacité de réflexion de la chaleur, notamment. Alors ça varie. Pour modéliser ça, il faudrait une soufflerie et qu'on ait une reproduction exacte du sol de chaque agglomération comme Hasbrook. Bon, c'est quasiment impossible. On peut essayer de se rapprocher, de définir d'une manière relativement précise, mais pas complètement certaine. Alors maintenant, pour Hasbrook, comme je le disais tout à l'heure, la grosse préoccupation quand même, c'est le niveau de glyphosate qui a été trouvé. Bon, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas du tout à ça. C'est donc un sujet de préoccupation et ce serait quand même bien qu'au niveau de la municipalité, en association avec le milieu médical et vos représentants, qu'il y ait une réflexion un peu plus accomplie sur cette problématique. Je peux compléter un petit peu? Oui. 2 minutes? Ouais, 2 minutes. Pour vous montrer que c'est très compliqué. En fin de compte, on vient de parler du problème d'albédo. L'albédo, c'est le fait l'effet de serre que génère le soleil sur le sol, avec une remontée, donc une évapotranspiration plus importante, etc., plus la température est élevée et que le sol est non couvert. Donc pour ma part, je mets en place des couverts végétaux tout de suite après la moisson pour essayer de couvrir le sol. Le fait de couvrir le sol, je capte du carbone, ça répond en partie au problème climatique. Je remets de la vie dans mes sols, et bien que je suis agriculteur conventionnel, que j'utilise des produits phytosanitaires, j'ai beaucoup plus de vie dans mes sols aujourd'hui. Par contre, dans ma technique, une meilleure infiltration de l'eau, etc., il y a plein d'avantages. Par contre, dans ma technique, il y a un inconvénient, c'est que j'ai besoin d'une molécule phytosanitaire, qui est le glyphosate. D'accord ? J'utilise pour l'instant le glyphosate pour détruire mon couvert végétal. Cependant, dans un sol vivant, les molécules, avec plus de matière organique, les molécules sont plus facilement dégradées. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. On ne peut pas mettre toutes les molécules au même niveau. Et quand on parle d'IFT tout à l'heure, pour chaque produit phyto, il y a un IFT. Cependant, il y avait des produits, des Seimer, donc des produits fortement cancérigènes qui ont pour la plupart été retirés, c'était un IFT. Le produit basique, c'était un IFT. Ils étaient mesurés de la même façon. Donc pour moi, la mesure, elle n'est pas bonne. Ouais. La mesure, elle n'est pas bonne. Et il faut la remettre en place. Et dans ma technique, je mets plus de vie. Mon sol revit.
Et j'espère que dans vos intestins, quand vous avez une alimentation saine, vous avez plus de vie dans votre estomac et dans vos intestins, de la même façon. Cependant, j'ai besoin du glyphosate. Et ça, je l'ai même défendu à la journée de transition de Génération Écologie à Pantin, d'accord, devant 400 personnes de Génération Écologie. Les minutes 30 sont dépassées. Alors je voulais m'excuser, moi, auprès des personnes, je n'ai pas passé le papier parce que soit c'était des remarques, soit c'était pas des questions de clarification auxquelles nos intervenants pouvaient répondre. Des choses très intéressantes, très importantes, mais n'empêche qu'ils ne pouvaient pas répondre. Donc je m'excuse du coup d'avoir... Mais par contre, oui, on peut échanger après, il y a un temps prévu pour ça. Concernant la météo, sur les pesticides. Alors, la météo, il est évident que la situation la plus problématique, c'est une situation anticyclonique avec peu de vent. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il n'y a pas de brassage d'air, vous avez des pics, et quand vous avez des pics de pollution, et notamment un phénomène qui a tendance à croître depuis de nombreuses années, c'est les problèmes liés à l'ozone. L'ozone, il y a ça même pas 10 ans, il y avait eu des études qui avaient été menées par Atmo, et dont une d'ailleurs sur Hasbrook. Et l'ozone, c'était un phénomène très particulier lié à la chaleur, au soleil, et uniquement l'été. Maintenant, on arrive à des dépassements des normes en ozone en plein hiver. Je parle bien chez nous. Donc, les météos les plus défavorables au niveau de la pollution sont des météos anticycloniques avec des hautes pressions, pas de vent. Si vous avez une dépression, l'air circule, et paradoxalement, évidemment, le problème de pesticides s'améliore. Pour la question sur l'évolution des pratiques des agriculteurs, alors nous intéressons particulièrement à un type de culture qui était associé au plan Éco-Phyto 1 qui s'appelle les fermes défis. Et Bruno va vous en parler, c'est lui qui se penche pour Génération Future sur le problème. Oui, en très peu de temps, mais l'idéal, comme on l'a dit, c'est l'agriculture biologique parce qu'on se passe de pesticides. Mais il y a des réalités de marché qui font qu'aujourd'hui, il y a une stabilisation de la consommation des consommateurs. Ça coûte cher, donc tout le monde ne peut pas se le payer. Donc la question que vous posez ou que quelqu'un a posée sur quelle évolution, c'est que dans l'agriculture conventionnelle, qui n'est pas l'agriculture biologique, il y a aussi des solutions. Il y a au niveau national, dans le cadre d'Éco-Phyto, des projets, des fermes défis. C'est des agriculteurs qui se regroupent pour chercher des solutions tout en restant dans le conventionnel pour diminuer significativement leur consommation de pesticides. Il y a 2000 fermes en France qui sont concernées. Bizarrement, il y en a moins en proportion dans le Nord-Pas-de-Calais. Je ne pense pas qu'il y en ait dans le secteur immédiat des Flandres. Et on pourrait imaginer que pour Flandre, climat, biodiversité, c'est une suggestion, il y a un 5e point qui soit, je dirais, en lien avec les associations et les collectivités locales, d'interpeller peut-être le milieu agricole pour lui demander pourquoi ne pas rentrer dans ces expérimentations défis qui sont aidées financièrement par le ministère de l'Agriculture et qui sont soutenues par la Chambre d'agriculture puisqu'il y a des ingénieurs agronomes qui sont dédiés pour accompagner ces expérimentations. Ça pourrait être une façon, localement, d'inviter le monde agricole à entrer dans une conversion qui ne soit pas une conversion brutale tout en restant dans le conventionnel. Moi, je voulais juste répondre sur le loup. Mais en fait, autrefois, on recherchait que quelques pesticides dans l'eau. Maintenant, plus on en cherche, et surtout, maintenant, on commence à chercher les métabolites des pesticides. Et en fait, quand on les cherche, on les trouve. Et en fait, normalement, un pesticide, il doit pas dépasser, enfin, pour que l'eau soit déclarée conforme, il ne doit pas y en avoir plus que 0,1 nanogramme par millilitre. Et la somme de tout ce qu'on cherche ne devait pas autrefois dépasser 0,5 nanogramme par millilitre. Alors comme on en cherche de plus en plus, l'ANSES a décidé que finalement on pouvait relever le seuil à 0,9 nanogramme par millilitre. Mais en France, l'année dernière, il y a
un tiers de la population qui, par moment, a bu une eau qui n'était pas conforme aux recommandations. Ça veut pas dire qu'elle n'était pas potable, ça veut dire que juste, elle dépassait le seuil de 0,9 nanogrammes par millilitre des métabolites et des pesticides de synthèse. Mais il y a aussi de temps en temps des endroits où l'eau, et les seuils sont tellement élevés en pesticides, en résidus de pesticides et en métabolites, que l'eau n'est plus potable. Alors, est-ce que la solution c'est l'eau en bouteille? Ben, pas forcément, parce que dans l'eau en bouteille, il y a combien? 124 000 nanoparticules de plastique. Donc voilà, donc le plastique c'est pas idéal non plus. La solution, bah, c'est sûrement de fermer le robinet de tout ce qu'on répand dans l'environnement. Et c'est d'arrêter d'en mettre autant, tout simplement. Et il faut vous dire que l'atrazine, c'est un pesticide de synthèse qui était dangereux, qui était cancérogène ou mutagène ou reprotoxique. Il est interdit depuis 20 ans et il continue à être retrouvé dans l'eau de boisson du Nord-Pas-de-Calais. Et alors, il y avait une question, comment se fait-il que j'ai du glyphosate dans mes urines? Ben, sans doute à cause de l'eau du robinet. Là, on a répondu aux questions qui venaient d'un côté de la salle. Moi, j'ai essayé de récupérer celles de l'autre côté de la salle. J'ai eu des réponses très émotionnelles que je ne résume pas parce que nos intervenants pourront répondre. En gros, j'ai essayé de résumer et je ne voudrais pas frustrer quelqu'un. Plusieurs personnes ont trouvé les chiffres qui ont été cités de monstrueux, choquants, que la population est victime. Ils disent mais on est légitimement en légitime défense, quoi. J'ai eu aussi une autre personne qui m'a dit mais en fait c'est un empoisonnement généralisé. Donc bon, il y a, sauf vous si vous voyez quelque chose à la tribune, je vois pas trop quoi répondre à ça. Par contre j'ai une question qui est venue. Quels sont les liens entre la Confédération paysanne et les associations écologiques? Et avec une question qui venait après, mais pourquoi ne pas vous associer? Mais oui, c'est une question. Écoutez, pour ce qui concerne Génération Future, nous, on est prêt à discuter avec n'importe qui, à partir du moment où on a en face de nous quelqu'un qui veut dialoguer. Il n'y a aucun problème. Qui que ce soit, même la FNSEA, il n'y a aucune raison. Ensuite, je vais répondre. C'est une personne qui nous demande si on n'est pas en état de légitime défense. Alors, je ne peux pas répondre à cette question pour une raison très simple, c'est que, encore une fois, pour ce qui concerne Génération Future, nous sommes légalistes et apolitiques. Donc, pour nous, le combat, entre guillemets, s'il y en a un, doit se faire par des voies légales. Alors là, nos représentants, les élus, sont évidemment à mettre à contribution, mais vous aussi, c'est à vous, à chacun dans cette salle, d'interpeller et son maire et ses représentants, les associations aussi, qui vont être porteurs de demandes. Encore faut-il les exprimer clairement et nous donner du grain à moudre. Alors, nous, par exemple, on peut poser des capteurs, si vous constatez ou supposez qu'il y ait un excès de pesticides, on peut poser des capteurs. Une question encore. Les études que vous citez ont-elles un lien avec les travaux du GIEC sur l'effondrement dramatique de la biodiversité? Ouais, écoutez, oui, indéniablement, il est évident que l'utilisation de pesticides contribue à l'effondrement de la biodiversité, c'est évident. Alors, il y a encore quelques papiers. C'est vrai que normalement c'était des questions de clarification, mais forcément ça amène à des émotions, à des propositions. Et on ne voudrait pas censurer non plus. Il y a un papier là qui dit « La non-explication de la présence de produits interdits ne pose-t-elle pas question sur la pertinence des résultats ? Et comment expliquer la présence de glyphosate à une période où il n'est pas utilisé ?»
Alors, écoutez, tout simplement parce qu'il est utilisé, c'est tout. Alors, j'ai eu l'occasion, j'ai eu déjà cette remarque. On était invité à une réunion du César et j'ai eu l'occasion de discuter avec la présidente de la Chambre d'agriculture de la Somme. Et elle m'avait exposé, évidemment, on venait d'avoir les résultats du glyphosate. J'ai dit, écoutez, moi, pour elle, on pouvait en trouver qu'en tout début de printemps. J'ai dit non, nous on a mesuré en mai et en juin, et elle a trouvé ça tout à fait normal. Alors écoutez, là on n'a pas d'explication. Il n'est pas question de fliquer chaque agriculteur. Nos mesures, qu'on soit bien d'accord, c'est un constat. Ce qui serait envisageable, c'est qu'à l'issue de ces mesures, il y ait une concertation avec les pouvoirs publics et qu'on décide de préciser, de rechercher sur les points où il y a a priori des raisons d'aller gratter. Moi, c'est la position que je défendrais. C'est-à-dire une myriade, mais beaucoup plus de capteurs passifs comme ceux que nous utilisons, qui permettent d'identifier les zones à problème. Et lorsqu'on dépasse un certain seuil, il est tout à fait envisageable d'avoir recours à des moyens beaucoup plus sophistiqués comme ceux d'Atmo, pour essayer d'identifier la source, plus précisément la source du problème. Encore ? Non. Ouais, il y aura un temps d'échange après, on finalise. Je vois que quelqu'un demande le diaporama. Donc, Émilie, je te l'enverrai. Et puis, on le mettra sur la page Facebook Flandre Climat Biodiversité. On mettra la vidéo de ce soir. Et il y avait une dernière question qui demandait ce que voulaient dire les 150 milliards d'euros évoqués de pollution de l'air. Ça, je pense que c'est le coût sur la santé de la pollution de l'air. Ça génère 150 milliards d'euros par an en maladies, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça concerne les arrêts maladie, les hospitalisations, et ça, c'est 150 milliards d'euros. Bon, c'est une somme qui est énorme, mais on ne parle pas des conséquences non mesurables. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez un ado ou un enfant qui a des problèmes respiratoires, automatiquement sa vie en est profondément marquée, il ne peut pas faire de sport, ça c'est inquantifiable. Mais les 170 milliards, oui, ça concerne aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, là-dedans sont comptées les pollutions intérieures. Les pollutions intérieures, l'impact est de l'ordre de 20 milliards. Merci pour vos questions. Désolé peut-être pour les frustrations qu'il y a eu. Il y a encore un temps d'échange qui est prévu, un petit temps. Et puis il y aura un coup à boire aussi à la fin, ne vous inquiétez pas. Alors, normalement on ne vous fait pas intervenir. Je voudrais juste répondre... Rapidement alors, et on passe à je voudrais juste répondre que la Confédération paysanne ne veut pas s'associer aux associations écologistes. Elle discute avec eux de manière constructive, et le seul souci de la Confédération paysanne, c'est le maintien de paysans nombreux qui produisent des aliments de qualité et qui leur procurent un revenu décent. Voilà. Et de protéger la biodiversité et le vivant. Merci pour la clarification. Pour rebondir sur ce qui vient de dire, c'est justement la diversité des associations, des collectifs, des différentes choses qui fait la force. Si on arrive à aller tous dans la même direction, quelle que soit la façon dont on est, plutôt que de se rassembler, on a beaucoup plus de force parce qu'on agit à différents endroits. Voilà, on passe au temps avec Estelle d'animation, vraiment d'échange. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'émotions de partager. Donc c'est parti, à toi. Ok. Donc, pour ce temps de débat, on voulait vous proposer un temps de débat qui n'est pas traditionnel, puisque on sait que c'est difficile que tout le monde prenne la parole et que pourtant il y a plein de personnes qui ont des choses à dire.
Donc on va vous proposer un temps de débat un peu différent de celui d'habitude, où normalement, chacun et chacune, si on est toutes et tous disciplinés, pourront s'exprimer, dire ce qu'ils et elles ont à dire. Mais pour ça, il faut respecter un cadre. Et donc là-dessus, je vais vous demander d'être vraiment très très disciplinés. Donc le cadre, je vous l'énonce. Donc la première règle, c'est que le temps de chacun et de chacune compte. Donc on respecte les temps de parole, c'est aussi pour finir à l'heure d'ailleurs, et on ne se coupe pas la parole, on est à l'écoute de chacun et de chacune. La deuxième règle, c'est que l'engagement de chacun et de chacune compte, que tout le monde ici est une bonne personne, je vous l'annonce, bonne nouvelle, et que du coup tout le monde a sa place. Donc voilà, pas de discrimination, on se respecte, etc. Et la troisième règle, c'est que aussi l'opinion de chacun et de chacune compte. Donc pour ça, il faut clairement exprimer sa pensée, on réfléchit avant de parler, etc. Et on respecte encore celle ou celui qui parle. Voilà, donc j'ai posé le cadre. Ce cadre, il permettra à des personnes qui ont été identifiées un peu comme des animatrices et animateurs relais. Il permettra ils seront légitimes en fait pour vous rappeler à l'ordre si vous ne respectez pas ce cadre. Donc, comment ça va se passer? Ça va se dérouler en 2 temps. Tu peux passer. Voilà. Le premier temps, ça va être un temps qui vous permettra d'exprimer vos émotions, parce qu'il y a sûrement des personnes parmi vous qui sont en colère, tristes, qui ont peur, qui sont motivées peut-être pour s'engager aussi. Donc, ce sera l'occasion de le partager. Et donc, vous aurez 1 minute par personne pour exprimer cette émotion. Et la chance que vous aurez, c'est que personne ne pourra vous interrompre pendant ce temps. Cette minute vous appartient. Voilà. Tout le monde, toutes les autres personnes qui seront autour de vous devront vous écouter. Et puis on aura un second temps qui sera vraiment consacré au débat, à la discussion, aux échanges. Mais du coup, je reviendrai un peu plus tard là-dessus pour vous aiguiller et pour vous annoncer les consignes. Donc, comment on va faire? Parce qu'on est beaucoup là, on doit être au moins 200. Donc, on va former des groupes de 10. Donc, ce qui est bien, c'est que ça a été assez pas mal fait, puisqu'il y a 2 rangées de 5 chaises par ligne. Et donc, vous allez simplement vous retourner. Et alors, je vois plein de personnes qui sont vous. Voilà. Ne prenez pas peur comme ça va être sympa. Ça va bien se passer, je vais vous accompagner. Pour un vrai temps d'échange et de débat. Donc vous allez vous retourner tout simplement vers les personnes qui sont derrière vous pour former un groupe de 10. Ne vous retournez pas tous, sinon vous n'aurez pas de groupe. Donc voilà, 1 minute sur 2. Et donc vous aurez 1 minute pour dire comment vous vous sentez et aussi pourquoi vous êtes venus en fait. Voilà. Donc je vais vous donner à chaque fois, je vais vous dire, il y a 1 minute qui est passée, on passe à la personne suivante. Et il y a des groupes qui auront des animateurs, des animatrices, et sinon il y a d'autres personnes qui vont tourner dans les groupes pour vous aiguiller. Donc c'est parti, vous avez 10 minutes entre vous, je vous laisse vous retourner, former des petits groupes. Et puis une personne peut commencer à donner son émotion, à dire pourquoi elle est venue.